Europe 1. Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, est avec nous. Bonsoir à vous à nouveau. On va essayer de comprendre ce que veut vraiment faire Donald Trump à la lumière de ce qu'il a dit. D'abord, on va écouter ce qu'il a dit. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On va frapper, on va peut-être pas frapper. Écoutez-le, puis vous allez nous décrypter avec le décodeur Donald Trump. Vous ne savez pas si je vais le faire. Vous ne savez pas. Je vais peut-être le faire, peut-être pas. Personne ne sait ce que je vais faire. Ce que je peux vous dire, c'est que l'Iran a beaucoup de problèmes et qu'ils veulent négocier. Je leur ai dit, pourquoi n'avez-vous pas négocié avec moi avant tous ces morts et ces destructions? Pourquoi n'avez-vous pas négocié? Pourquoi n'avez-vous pas négocié avec moi il y a 2 semaines? Vous auriez pu vous en sortir. Vous auriez toujours un pays. C'est très triste de voir cela. Alors, Philippe Etienne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'appelle l'ambiguïté stratégique ou c'est autre chose? Ça s'appelle aussi Donald Trump, il est comme ça. Aussi. Hein, mais je pense que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire qu'ils ont décidé, mais qu'ils ne veulent pas dire ce qu'ils ont décidé. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des éléments qu'il n'a pas encore pour décider. Il peut y avoir des discussions informelles. Il peut y avoir, vous savez, certains pays arabes, Oman par exemple, étaient des médiateurs. Certains de ces pays sont peut-être en train de dire aux Iraniens, vous devriez vraiment céder sur l'enrichissement. Parce que ce que veut Donald Trump, ce qu'il voulait en tout cas, c'est obtenir un accord des Iraniens pour renoncer à l'enrichissement de l'uranium. Et en évitant une guerre. Parce que lui, c'est le président qui a dit plus jamais de guerre. Et alors maintenant... Il ne voulait pas faire tomber le régime. Non, et il a dit d'ailleurs, quand il était en Arabie Saoudite il y a quelque temps, que lui ne s'intéresse plus aux questions de valeur, de régime, chacun fait ce qu'il veut. Donc c'est pas son truc tellement. Par contre, maintenant, c'est vrai qu'il y a un choix un peu compliqué pour les États-Unis à faire. Grâce au succès des bombardements israéliens, il y a peut-être la possibilité non seulement d'obtenir un accord des Iraniens pour ne plus enrichir, mais même de détruire les dernières installations, ou certaines des dernières, parce qu'il faut se méfier. Oui. Les Iraniens ont peut-être d'autres installations qu'on ne connaît pas, qui enrichissent. Donc c'est ça le choix à faire. Et je pense que ce sont tous ces éléments qui pèsent dans la balance. Parce qu'aux États-Unis même, et même autour de Donald Trump, il y a quand même 2 tendances qui s'opposent. Bien sûr. Actuellement, l'actualité, notamment le succès de la compagnie israélienne, va dans le sens plutôt de ceux qui veulent intervenir, finissons le travail. Mais il y a toujours ceux qui disent « tu as promis de plus de faire de guerre, tu serais le président qui n'engagerait pas de nouvelle guerre. Si on bombarde de manière chirurgicale une installation, soit, mais les suites, qui peut les maîtriser ?» Bien sûr. Et il y a aussi ce signal d'alerte qui a retenti. On a appris que l'ambassade des États-Unis demande à ses ressortissants de quitter Israël. Donc ça veut dire que là, on est parti pour quelque chose d'assez long dans la durée. Oui, tout à fait. Ça a des conséquences sur la sécurité. En Irak, par exemple, pays voisin de l'Iran, pays très fragile, à majorité chiite, les Américains ont été obligés de prendre des mesures de précaution. Cette majorité chiite comporte des milices pro-iraniennes. Quelle décision pourrait-elle prendre si jamais les États-Unis interviennent? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Bien sûr. Et encore une, et puis après je passerai la parole à mes invités. Il y a beaucoup de forces américaines qui sont en train de converger vers la région. Des chasseurs, F-16, F-22, F-35, des avions ravitailleurs, un porte-avions, l'USS Nimitz, et un autre qui va rejoindre 2 autres porte-avions qui vont se trouver dans ces eaux régionales. On a l'impression que les États-Unis amassent leurs forces. Oui. De façon extrêmement considérable pour être prêt à passer à l'action. Absolument, mais ça c'est logique. Dans la mesure où il est possible qu'ils aient à intervenir ou à minima à protéger leurs implantations, c'est normal qu'ils prépositionnent des forces. Dans ces forces, il y a celles qui sont là pour protéger, celles comme les avions ravitailleurs qui peuvent être là aussi pour activer des possibilités au-dessus de l'Iran. Et puis il y a des bases américaines dans toute la région. Absolument, il y en a dans la région. Combien y en a-t-il je ne connais pas le nom, mais il y en a dans la péninsule arabique, dans les pays du Golfe, il y en a en Irak, il y en a en Jordanie, il y a des troupes, encore quelques-unes déployées en Syrie, il y a beaucoup de militaires. Et le guide Ali Khamenei menace de représailles ces bases américaines s'il n'avait pas C'est pas très étonnant. C'est pas très étonnant que l'un réponde à l'autre. Bien sûr. Édouard Tétrault, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce que c'est quand même intéressant ce qui se passe. Il s'agit pas, l'objectif n'est pas nécessairement de faire tomber le régime des Mollahs. Peut-être que cela va arriver, mais c'est intéressant de voir qui sont les alliés stratégiques de l'Iran, qui achète 90% du pétrole de l'Iran, la Chine, qui est partenaire stratégique privilégié de l'Iran, le Venezuela,
la Corée du Nord. Qui a fourni les drones Shahed qui tuent les civils ukrainiens, etc. L'Iran. Donc c'est intéressant. Si ce maillon tombe, il n'est pas impossible que cela ait des conséquences extrêmement concrètes sur les autres régimes sous contrôle de Philippe Etienne, mais c'est un souhait que nous pouvons formuler. Effectivement, et là, notre correspondante Régine Delfour en Israël nous confirme qu'il y a des lancements massifs de missiles contre l'État hébreu. Laetitia Guinan. Oui, je pense qu'il faut le prendre, effectivement, Donald Trump dans le texte. Pour une fois, il est assez clair. Il dit regretter, effectivement, qu'il n'y ait pas eu un accord, parce que c'est exactement ce qu'il souhaitait au départ. C'est même ce pourquoi il a autorisé Israël, vraisemblablement, à lancer les opérations, pour mettre la pression. Maintenant, effectivement, il est en train de tester sa propre opinion. Il n'y a pas que lui qui a promis d'arrêter les guerres. Il faut savoir que c'est une tradition chez les républicains, quand même. En principe, ils ne sont pas des faucons, sauf Bush fils. Bush père, pardon. Mais donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, c'est sûr que maintenant, vraisemblablement, il a beaucoup concerté avec tous les pays avoisinants, y compris d'abord la Russie, qui est très importante aussi. Et vraisemblablement, intervenir en bombardant les sites nucléaires, ça serait tout à fait de l'ordre de l'envisageable. Mais ça ne veut pas dire renverser le régime. Ça ne veut pas du tout dire ça dans l'esprit, puisqu'encore une fois, aucun pays d'ailleurs ne voudrait un renversement. Il voudrait un soulèvement, mais pas du tout un renversement. Bien sûr. À l'instant, l'Iran appelle les habitants de la ville israélienne de Haïfa à évacuer. Donc ça veut dire que la capacité de nuisance de l'Iran n'est pas complètement affaiblie, Philippe Etienne. Loin s'en faut. C'est du psychologique aussi. Comme les Iraniens ont été moins efficaces quand même que les Israéliens, ils font aussi des annonces psychologiques. Les attaques iraniennes ont baissé ces derniers jours. Mais on ne sait pas si c'est parce qu'ils ont plus tellement de capacité ou c'est parce qu'ils en gardent aussi. Ils laissent bien le mystère planer sur ce qui leur reste. Et peut-être qu'ils en gardent aussi si les États-Unis entrent en action, effectivement. En action. Et j'aimerais qu'on écoute maintenant... C'est peut-être d'ailleurs la réponse au fait qu'en effet les forces américaines se massent autour. Mais de la même façon que quand on a vu l'ayatollah Khamenei parler cet après-midi, on a l'impression en effet que c'est de la pure communication. Parce que dire et répéter ce qu'il dit depuis très longtemps, ça ne change rien. Et on n'a aucune idée de savoir si c'est juste pour indiquer à la population iranienne qu'elle est toujours vivante. Parce que certains commençaient à en douter, ou si c'est en effet parce qu'ils ont encore une capacité de riposte. On est quand même très dubitatif sur la capacité de riposte qu'ils pourraient avoir on est d'accord. Face à l'armée israélienne. Et encore une fois, il faut souligner quand même l'extraordinaire exploit, si je puis dire, militaire et de renseignement de l'armée israélienne, parce que quand on compare quand même les deux pays en termes de population et de surface, entre bombarder Israël, si je puis dire, c'est quand même beaucoup plus facile que de bombarder l'Iran. Et je crois que ça a déjà coûté 2 milliards et demi de dollars les 3 premiers jours. En échange de missiles. Rien que les missiles antimissiles pour protéger le sol israélien. Expliquez-nous maintenant, Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, pourquoi Donald Trump s'en est pris si violemment Emmanuel Macron. On va écouter l'échange à distance entre le président Trump qui dit Emmanuel est un gars sympa mais il se trompe surtout. Puis après, la réponse d'Emmanuel Macron. On écoute. On ne cherche pas un cessez-le-feu. Je n'ai pas dit qu'on cherchait un cessez-le-feu. Ça, c'était Emmanuel, un gars sympa. Mais il n'a pas souvent raison. En vérité, on cherche plus qu'un cessez-le-feu. Et comment vous avez pris les critiques qu'il vous a adressées personnellement cette nuit en fait ? Comme une péripétie. Ça n'est pas les premières, ce ne sont pas les dernières. Il a des mots extrêmement amicaux, mais il a voulu remettre de l'ambiguïté dans sa position. Très bien, il a donc dit qu'il n'allait pas discuter un cessez-le-feu. Bon. Vous savez, ça ne m'émeut pas. Parce que je le connais. Et parce que nous avons une relation de long terme. Il a eu des mots très sympathiques lors des sessions qu'on a pu avoir. Ça ne m'émeut pas. Et je pense que d'ailleurs, dans le moment grave que nous vivons, je pense que mon rôle n'est pas de commenter des propos de ci ou de là. Voilà, pour la réponse d'Emmanuel Macron. Philippe Etienne. Bon, moi j'ai une petite expérience. Oui, je sais. Entre 2017 et 2019, j'ai travaillé avec le président Macron et j'ai beaucoup eu affaire avec Donald Trump et son équipe. Et c'est vrai qu'on a eu dans cette période, vous vous souvenez, tous les matins déjà il tweetait après avoir regardé Fox and Friends. Fox News. Et on recevait, alors au début on était on ne savait pas trop quoi faire, mais au bout d'un certain temps,
c'était des bordées de critiques précédant ou suivant des choses très très sympathiques. Donc là, moi je ne sais pas, j'émets une hypothèse. Il y a aussi, vous savez, où le président de la République était avant de venir au Canada. Et au Groenland, ça n'a échappé à personne. Alors, j'ai pas vu le président Trump réagir directement contre cette visite, mais peut-être que voilà. Ceci explique cela. Alors, en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Et l'important, c'est de garder la communication directe sur des sujets comme l'Iran, Israël ou l'Ukraine, Russie, en sachant que les deux se connaissent effectivement, comme ils le disent tous les deux d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que la voix de la France est affaiblie ? Est-ce qu'elle compte moins, Philippe Etienne ? Par cet échange ? Non, de façon globale. Écoutez, moi, je ne pense pas, mais... C'est un diplomate qui nous parle. Non, mais je pense que non. Je pense que ça ne vous étonne pas, d'ailleurs, que je le dise. Non, ça m'étonne pas. Je pense que... Sur la question nucléaire, par exemple, la question nucléaire iranienne, le pays qui a toujours été en pointe, qui a encore pris des initiatives la semaine dernière à l'Agence internationale pour l'énergie atomique, c'est la France. On n'a jamais eu aucune complaisance vis-à-vis de l'Iran sur le plan nucléaire. Même en 2015, quand l'accord a été signé, c'est l'administration Obama qui a voulu le signer. On a toujours été en contact avec les pays du Golfe, avec les Israéliens. On est un pays sérieux sur ce dossier. Mais comment on peut dire je soutiens Israël, mais non au bombardement aérien sur l'Iran et on ne veut pas faire tomber le régime? Ça n'a pas de sens. Si, ça a un sens. Ça a même deux sens. Allez-y. Le premier sens, ça s'appelle le droit international. Actuellement, il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent à cette notion de droit international. À Raqqa, ça ne nous a pas dérangé, mais là, ça nous dérange. Bon, la deuxième chose importante, c'est les conséquences de ce qu'on fait. On a entre guillemets payé en 2003 l'invasion de l'Irak. C'est la naissance de Daesh, c'est les actes terroristes qu'il y en a eu en France. On a participé à la Libye, à ce que vous savez. On croyait que c'était très bien, c'était sans doute très bien, mais enfin, c'est toujours le chaos en Libye, etc., etc. Donc quand on lance des actions, il faut savoir ce que ça devient après. Oui. Donc pour ces deux raisons, je pense que la position consistant à dire qu'on est très sérieux sur le nucléaire, il faut que l'Iran, qui est une menace, aille vraiment vers des concessions majeures, sur le balistique et pas seulement sur le nucléaire. Ils nous ont baladés depuis 20 ans, monsieur l'ambassadeur. Pas complètement. Comment les croire ? Non, mais je nuance ce que vous dites. En 2003, on lance 2003, c'est un peu vieux. Non, depuis 20 ans. Depuis 20 ans, c'est 2005. Okay. En 2003, c'est le début de la négociation nucléaire entre l'Iran et 3 pays européens, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France. Et on a constamment, on les a suivis, on les a serrés, on a envoyé des inspections, on les a obligés à négocier un accord. Non, on ne peut pas dire qu'on les a... Alors, ils ont enrichi l'uranium alors qu'ils n'étaient pas censés le faire. Et ils sont à deux doigts d'avoir la bombe. Alors, mais justement, si, l'accord de 2015, du 14 juillet 2015, leur laisse une capacité d'enrichissement. Mais celui, comme je le disais tout à l'heure, qui a poussé à l'époque cet accord, c'est l'administration Obama. Donc, vous voyez, la France a toujours été très sérieuse là-dessus. Qui est sorti de l'accord ? Les États-Unis. Si on en est là, c'est à cause de Trump. Sur le plan nucléaire. Et donc, ce sont les États-Unis qui changent de pied. Nous, je crois qu'on a vraiment toujours été très sérieux sur cette question. Mais bon, c'est... Non, mais c'est important d'entendre la voix de la diplomatie française.